FRE l'émission, épisode numéro 11. Avec moi aujourd'hui, une entrepreneure qui a démarré en affiliation et qui ouvre aujourd'hui une seconde activité. Vous écoutez le podcast de Femmes rayonnantes entrepreneurs. Gestion du temps, motivation, organisation, pour entreprendre la vie qui vous inspire. Et maintenant, Leslie Destrac, consultante business. Bienvenue pour un nouvel épisode. Aujourd'hui avec moi, Aminata. Aminata, bonjour. Bonjour Leslie. Tu es une chef d'entreprise depuis une dizaine d'années maintenant. Tu as avec toi une équipe et les choses évoluent de ton côté. Qu'est-ce que tu peux nous dire un peu de toi, de ce que tu fais, de ton activité? D'accord, avec grand plaisir. Donc, bonjour à tous et puis merci de m'accueillir pour ce podcast. J'en suis très contente et c'est toujours un plaisir de partager son expérience avec les autres parce qu'en effet, ça apporte déjà des idées et ça apporte de l'aide et puis ça rassure sur certains points, surtout si les personnes se lancent. Bon, voilà, c'est bien d'en discuter. Donc, en effet, je suis Aminata Diallo, je suis chef d'entreprise depuis une dizaine d'années maintenant. Donc, j'ai deux business, j'ai la chance d'avoir deux business. Le premier que j'ai lancé en 2011 est en fait une extension de mes compétences, donc c'est dans l'affiliation. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur l'affiliation? Qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? L'affiliation, c'est un business model qui réunit en fait d'un côté les clients, de l'autre les affiliés et je suis au milieu en tant qu'intermédiaire. Donc, j'ai créé tout le système tracking, comme on dit en anglais, qui permet en fait de retracer tous les clics, toutes les ventes, toutes les sales qui ont été délivrés à mes clients. Donc, ça, c'est le premier business. C'est très technique, mais c'est une extension de compétences. Donc, c'était un business qui m'était, je dirais, j'aime pas dire ça, hein, mais facile à lancer dans le sens où j'avais déjà les compétences. Donc, c'est comme si on vendait son savoir-faire. Au lieu de travailler pour une entreprise qui, entre guillemets, exploitait mon savoir-faire, je me suis mise à mon compte et donc je facturais directement mon savoir-faire à des clients. Tu t'as vu en fait plus les forces que tu avais déjà et tu les as utilisées pour te lancer. Exactement. Exactement. Donc, avec plus de confiance, puisque j'avais déjà l'expérience et je connaissais déjà le marché. Et du coup, je suis arrivée là-bas un peu pionnière, du coup, parce que je suis arrivée sur un nouveau marché géographique, mais un marché qui existait déjà, avec une demande qui attendait justement cette compétence. Et du coup, quand on a des compétences assez particulières, assez uniques, les clients sont déjà présents. Donc, c'est assez, je dirais, le mot facile m'embête, mais voilà, ça a démarré très, très vite. Et ta deuxième activité, pour le coup, qui n'a rien à voir, d'où est venue l'idée? Du coup, la deuxième activité que j'ai lancée, qui, elle, sort plutôt de mes tripes, hein, on va dire, qui est celle que j'aime de cœur, qui est donc une passion, qui est celle d'aider les autres à se lancer, à lancer leur projet. Pourquoi? Parce que dans la phase, lorsque j'ai lancé mon entreprise, c'est la première phase que j'ai aimée, celle de la création, de se lancer et donc de conquérir. C'est la phase que j'ai aimée le plus parce qu'en fait, il fallait se vendre et j'ai aimé cette approche. J'ai aimé exister, me montrer, montrer mes compétences, savoir ce que je savais faire et convaincre les clients. J'ai aimé cette partie-là. Et donc, il y a eu je vois, parce que lorsque je vais dans des salons d'entrepreneurs, je discute avec certains et certaines d'entre eux et je vois des problématiques qu'ils traversent aujourd'hui que j'ai surmontées il y a une dizaine d'années. Oui. Donc, je suis toujours très enthousiaste à partager avec eux les petits secrets. Et je me suis dit, mais pourquoi ne pas en créer un site et un service, en fait. Et donc, voilà, c'est comme ça qu'est née l'idée de créer yiriwasoconsulting.com. Donc, on a vraiment là deux business models complètement différents. Tout à fait, tout à fait. C'est une seconde activité qui est totalement différente. Parce que l'affiliation, qui est très B2B, donc business to business, je travaille avec des clients existants, des entreprises voilà, qui ont déjà des anciennetés d'existence et qui sont déjà très présents sur le marché. Alors que Yiriwaso, je m'adresse plus à l'humain qui débute, l'humain avec le grand H, donc qui arrive avec ses désirs, ses rêves, ses défauts,
et qu'on essaie d'habiller, de conjuguer le tout pour leur montrer que c'est réalisable. Donc, l'approche, elle est différente. Oui, tout à fait. C'est un peu la même chose chez Femmes rayonnantes entrepreneurs où c'est vraiment l'humain, la personne qui vient avec sa motivation, son envie d'entreprendre, de construire et qu'on va accompagner. Tout Et à pour fait, toi, tout à selon fait. toi, qu'est-ce qui fait que qu'on a plus ou moins de chances de réussir? Qu'est-ce qui va permettre de favoriser la réussite dans ces moments, dans le départ de l'aventure? Alors, ça dépend en fait. Par exemple, pour mon premier business qui était l'affiliation, Mhm. ce qui a été peut-être difficile, je dirais, c'est de trouver sa niche. L'affiliation est un domaine qui existe aujourd'hui, hein, qui est très répandu. Et du coup, il y a des millions d'affiliés. C'est-à-dire que même si vous allez sur des sites de e-shop ou de e-commerce, vous allez avoir la partie affiliation. Tout le monde fait de l'affiliation. La différence entre ceux qui se lancent maintenant et ce que j'ai lancé avant, c'est qu'il a fallu que je travaille sur la niche, sur l'unicité de mes services. Et Mhm. c'est ce qui est une difficulté que tout le monde rencontre même aujourd'hui. Comment se rendre unique sur le marché de manière à s'attirer naturellement du trafic. Ça a été la première grosse problématique. Mhm. Et donc, je l'ai personnellement résolu avec mon premier business et après avec le second. Et pour contourner cet obstacle, qu'est-ce que tu as pu mettre en place? Qu'est-ce que tu as pu constater? Si je peux me permettre de raconter, hein, au niveau de l'affiliation, la différence entre les affiliés aujourd'hui et moi, c'est que les affiliés travaillent en direct avec les marques. Mhm. Moi, je me suis dit, je ne vais pas travailler en direct tout de suite avec les marques. Je vais créer un réseau d'affiliés. Un Mhm. réseau d'affiliés va me permettre ensuite d'approcher les clients, les marques, avec une force derrière moi, une armée d'affiliés, ce qui va me permettre d'avoir plus de crédibilité, de délivrer plus de trafic et donc de négocier de plus gros deals avec eux. Hmm. Une astuce très, Et très c'est sur ce intéressante rôle, pour non, ceux qui nous écoutent. exactement. Pointez bien l'oreille. On t'écoute, Aminata. Voilà, c'est une manière d'avoir plus de crédibilité en fait face aux clients. Lorsque vous arrivez déjà avec une armée marketing derrière vous, vous pouvez en fait avoir plus de force. Et donc, c'est ce qui m'a permis d'avoir les deals les plus importants du marché. Mhm. Et c'est ce qui a permis de convaincre d'autres affiliés de se joindre à mon réseau d'affiliés. Parce que en allant en direct, peut-être on négocie 10% Mhm. de commission avec les marques. Mais en joignant un groupe d'affiliés, euh, j'ai atteigné des deals à 25%, jusqu'à 30%. Ah oui, ça fait vraiment une différence assez significative en plus, hein. Tout à fait. C'est la force qui a fait que je me suis dit, en étant plus nombreux, on allait avoir une force certaine auprès du client et donc on allait pouvoir négocier plus. Et ça a fonctionné. Alors, la principale difficulté, si je comprends bien, c'est vraiment de trouver cette spécificité au départ. Globalement, si quelqu'un aujourd'hui va se lancer dans l'affiliation, le fait de proposer un peu de tout, un peu de, euh, oui, une variété de choses, ce n'est pas forcément la meilleure approche, c'est ça. C'est comme si vous allez vous noyer dans la masse. Mhm. Si vous n'êtes pas assez spécifique et unique et dans une niche assez particulière, vous risquez d'être confondu, noyé dans la masse des autres affiliés. Oui. Donc, comment vendre votre stratégie et votre différence auprès du client? Et trouver ce positionnement, justement, n'est pas le plus simple. Et qu'est-ce qui est la chose qui va faciliter davantage le projet, la chose qui rend l'entrepreneuriat, l'activité plus facile? Ah, alors c'est marrant parce que ce qui fera la différence, qui va vous faciliter aussi, c'est également la niche. Dans le sens où la niche est très dure à trouver, donc c'est difficile, mais une fois que vous avez trouvé votre niche, ben, du coup, ça devient facile parce que vous répondez exactement aux besoins du client existant. Du coup, ça va faciliter. Vous avez déjà fait 50% du chemin commercial puisque vous répondez à quelque chose qui est déjà en attente de la part d'un client prêt à payer. Et du coup, lorsque j'ai trouvé ma niche, j'en ai fait toute la stratégie et après, j'ai trouvé la niche également du marché. Je me suis spécialisée dans une industrie, je vais vous laisser deviner laquelle,
Une industrie solide qui résiste à toutes les tempêtes, qui réunit le plus grand, je dirais, le plus grand nombre de clients, qui est enthousiaste au point de dépasser toutes les crises, de surfer sur toutes les crises, et qui existe depuis la nuit des temps. Qu'est-ce que ça peut bien être? Alors, je vous explique. L'affiliation, c'est la publicité en ligne. Donc, je suis spécialisée dans la publicité en ligne pour une industrie solide qui génère des millions, qui est présente à la télé, mais je vais vous dire un indice, dans les stades, qui génère de l'enthousiasme à tous les niveaux. Chez les hommes, chez les femmes, chez les clients, chez les professionnels, je dirais même chez les enfants, chez tout le monde. Alors là, on est plutôt dans le domaine du sport, hein. Exactement. Ben, c'est la bonne voie. Je suis spécialisée dans tout ce qui est publicité en ligne pour le foot. Effectivement, c'est vraiment très spécifique. Donc, c'est vraiment Exactement. un niveau de détail dans le positionnement, dans le choix de son positionnement qui va vraiment faire la différence. Et on se met dans ce moment-là en position de spécialiste, de connaisseur par rapport au reste du marché. Et ça permet vraiment de se différencier tout de suite. Alors, par rapport à ça, si Exactement. on rajouterait, quelles seraient pour toi 3 choses que tu aurais aimé savoir dès le début ou beaucoup plus tôt et que tu as su avec l'expérience ou en découvrant par toi-même? Alors, ce que j'aurais aimé savoir avant que je me lance, c'est en effet, la première chose, c'est que je ne recevrai plus de salaire. Parce que Mhm. lorsque je suis passée de commercial, donc je travaillais déjà dans le foot, j'étais commercial dans le foot, et que je suis passée à mon compte, Mhm. en tant que commercial, j'avais un salaire qui tombait tous les mois, donc je n'avais pas besoin de courir après mon argent. En Ouais. tant qu'entrepreneur, j'ai découvert la facturation et j'ai découvert qu'il fallait courir après ses sous et j'ai découvert que c'était le confort du salaire qui allait tomber tous les mois. Là, cette fois-ci, c'est à nous de générer. Donc, la casquette change. Et ça, Mhm. je pensais que en se lançant, qu'on allait générer tout de suite. Donc, quand j'allais avoir une continuité d'entrée d'argent. Mais ce n'a pas été le cas. J'ai traversé le désert, peut-être comme certains d'autres entrepreneurs. C'est-à-dire Mhm. j'ai pas généré tout de suite. Et je me suis versée, j'ai commencé à être on va dire autosuffisante après 6 mois d'activité et un premier salaire au bout peut-être après c'était volontaire, hein, c'est une autre stratégie que j'avais mis. J'aurais pu me Mhm. verser un salaire avant, mais j'avais décidé de, de réinvestir dans mon entreprise pour la faire grandir et donc recruter une personne. Donc j'étais Mhm. encore dans le mode sacrifice financier, donc c'était volontaire. Mais voilà, la première chose que j'aurais voulu savoir, c'est que les finances allaient en prendre un coup. Voilà. Ouais, c'est pour ça que justement, moi, je conseille pas de tout lâcher pour se lancer. Enfin, ça dépend de ce qu'on veut construire. Si on a en vue une grande structure, c'est pas forcément la meilleure tactique. Et du coup, la deuxième chose, c'était quoi? La deuxième chose, c'est que je ne savais pas que ça allait coûter autant en énergie émotionnelle. C'est-à-dire, je remercierai jamais assez ma famille et mes amis proches de m'avoir supporté moralement du Mhm. fait que j'ai eu des gros doutes quand je me suis lancée et que le monde du foot ne m'a pas aussi bien accueilli que je pensais. Et du coup, j'ai traversé des moments assez durs moralement et j'ai pu me ressourcer auprès de la famille et je ne savais pas que ça m'aurait coûté autant émotionnellement. Donc, voilà, ça c'est la deuxième chose. C'est vrai que lorsqu'on se lance dans l'entrepreneuriat, surtout en mode solo, ben, le fait d'avoir un entourage, des proches, des personnes qui soutiennent, ça fait la différence. Ça fait la différence pour être dans la bonne énergie, pour être aussi garder en fait la motivation, garder le cap dans les moments où c'est un peu down, tu vois. Après, je pense à celles qui se lancent et qui n'ont pas ce support familial, qui n'ont pas de soutien autour. Eh bien, c'est ok, c'est ok. C'est pas leur taf de toutes les façons. Et ça peut être sympa aussi de se retrouver entre femmes rayonnantes ou entre personnes qui entreprennent la vie qui les inspire. Il y a cette compréhension, tu vois, il y a ce soutien mutuel. Exactement.
Et la troisième chose, c'est que je n'étais pas préparée au fait qu'il aurait fallu travailler autant et que, au final, la différence entre le salarié et l'entrepreneur, c'est qu'en tant qu'entrepreneur, parfois, on n'est pas au courant, mais on va faire beaucoup plus d'heures que si lorsqu'on était employé. Et ça, je l'avais peut-être aussi pas, peut-être je n'étais pas au courant. Voilà, je n'étais pas au courant que j'allais travailler parfois. Je me rappelle avoir travaillé nuit et jour au début du lancement, Mmh. sur mon business plan et sur plein d'autres choses, plein de petites coquilles, que j'ai traversées. Et en fait, lorsqu'on ne travaille pas, un jour où on ne travaille pas, c'est un jour de manque à gagner. Du coup, on a, entre guillemets, pas trop, enfin, moi, j'étais dans une situation assez difficile au niveau financier, donc je n'avais pas le droit au peut-être d'être malade ou d'être en vacances ou de prendre des jours off, comme j'aurais pris en tant que salarié, en tant qu'employé. Donc, je ne savais pas que le travail entrepreneurial allait demander autant d'investissement, voilà, je n'étais pas au courant. C'est surtout dans la phase de lancement, de démarrage. Oui, oui, c'est ça. C'est les 3 choses que j'aurais voulu savoir ou être préparée, en fait, avant de me lancer. D'accord. Et quel serait pour toi le message, les conseils que tu voudrais apporter à celles qui, aujourd'hui, se posent des questions et qui aimeraient emprunter cette voie? Alors déjà, la première chose que je dirais, c'est que ça a été le meilleur choix de ma vie. Vraiment, passer à mon compte, vendre, facturer mon savoir-faire et aujourd'hui avoir une équipe, recruter, faire mes propres horaires maintenant. J'ai basculé maintenant, avant je faisais des 60 heures, maintenant je fais 4 heures par jour. C'est très bien. Donc ça a été le meilleur choix de ma vie. Le conseil que je voudrais donner, c'est, sachez qu'être entrepreneur demande d'autres casquettes que celle de savoir-faire. C'est-à-dire que j'avais une compétence, en effet, c'est Mhm, celle qui sert en fait de service commercial, c'est ce que je vends, mais derrière, j'ai dû m'adapter, j'ai dû apprendre la logistique, j'ai dû apprendre un petit peu de mathématiques, j'ai dû apprendre à faire de l'administratif, j'ai dû apprendre à gérer les émotions de mon équipe, j'ai dû apprendre à recruter, mhm. et j'ai dû apprendre d'autres casquettes que celles qui étaient outre mes compétences techniques, si vous voulez. C'est perpétuel, le fait de développer toujours ses connaissances, ses compétences, c'est obligatoire. Et puis surtout, ça, c'est des choses qu'on va garder avec soi. Donc, peu importe comment l'activité va se développer ou pas, c'est des compétences qu'on développe et qui seront toujours avec soi après. Exactement. Il faut toujours comprendre que qu'on apprend quelque chose, comme tu le dis si bien, Leslie, c'est pas que pour le vendre à l'extérieur, c'est aussi pour soi. Parce que lorsque j'ai appris à gérer un portefeuille financier ou à prendre des décisions de stratégie financière, je les ai aussi appliquées sur ma vie personnelle. Et en effet, maintenant, j'ai un raisonnement, j'ai une manière de penser, euh, que je dirais peut-être que je trouve plus mature, en fait, grâce à mon expérience professionnelle d'entrepreneur. C'est super. Moi, je suis vraiment enthousiaste par cette conversation. J'espère que nos auditrices aussi. Ce sont vraiment de bons conseils, de belles pépites que tu partages aujourd'hui avec nous. Et j'ai envie de te demander aujourd'hui, quand tu regardes en arrière le chemin parcouru, de quoi tu te sens fière? Qu'est-ce qui, pour toi, a été une réussite, un accomplissement, quand tu regardes le chemin parcouru jusqu'ici? Je dirais, c'est le fait d'avoir donné du travail aux autres. Parce que c'est très important de savoir lorsque vous lancez une activité, une entreprise, un projet, que vous le faites pour les autres. Vous ne le faites pas Mhm. pour vous. Si vous faites un travail juste pour vous enrichir financièrement, vous n'avez pas la bonne motivation. Je suis désolée de dire ça. Je sais que ça existe, des personnes qui se lancent que pour l'argent, mais pour moi, c'est pas une bonne motivation. Et lorsque j'ai pu recruter une équipe et que j'ai pu leur transmettre des valeurs et un travail, parce que j'ai des personnes qui sont avec moi depuis 5 6 ans maintenant, sont très contents de travailler dans mon entreprise parce que j'ai une manière aussi de gérer une équipe qui est totalement différente entre les entreprises, je dirais, archaïques, parce qu'elles ont un management à la terreur, alors que moi, j'ai un management où je prends mon équipe comme des collaborateurs et Oui. du coup, ils participent, je mets en place des décisions collaboratives, je mets en place des projets, je les laisse recruter leurs propres freelanceurs, parce que parfois on travaille avec des freelances. Mhm. Lorsqu'on fait une stratégie de recrutement, j'englobe tout le monde, donc je les fais vraiment participer à la vie d'entreprise et du coup, ils se sentent tellement
au sein de l'entreprise, ils se sentent tellement importants, ils se sentent Mhm. tellement reconnus que je le sens même la manière dont ils se présentent. Je laisse faire les voyages professionnels eux-mêmes et j'ai des retours de clients qui me disent mais comment vous avez créé cette équipe-là? Elle est tellement dévouée, connectée à mes valeurs et aux valeurs de l'entreprise en fait, à la culture de l'entreprise que c'est une équipe magique que j'ai depuis 5-6 ans. Et ça, c'est une de mes plus grosses fiertés, c'est d'avoir donné du travail parce que je les ai pris sans aucun diplôme et je les ai vraiment formés à l'entrepreneuriat, à l'entreprise. Et aujourd'hui, si je les laisse partir, ils seraient capables de monter une entreprise. Donc, c'est ça ma plus grande fierté. Ça a été de donner du travail aux autres, mais pas que du travail. Aussi, personnellement, de les aider à s'émanciper au point de reprendre confiance en eux. Je me suis sentie utile dans leur vie et jusqu'à présent, je reçois des emails d'université parce que je prends des stagiaires aussi qui me Mhm. remercient en fait d'avoir autant donné, autant apporté de confiance à leurs stagiaires, dans le sens où ils ont travaillé dans une entreprise qui leur a donné des responsabilités, des projets. Ils avaient des projets qu'ils voulaient réaliser et je servais de laboratoire. Mon entreprise leur servait de laboratoire. Donc, du coup, ils ont pu expérimenter ce qu'ils pensaient ne pouvoir jamais faire et ils sont revenus avec des vrais résultats et du coup j'ai des emails de remerciements d'université, j'ai des anciens que j'appelle collègues collaborateurs qui sont dans d'autres entreprises maintenant qui continuent à me remercier. Mhm. J'ai des témoignages de clients qui disent que l'équipe, que me demandent même de former leur équipe au final. Donc voilà, c'est tout cette reconnaissance dont je suis fière aujourd'hui. Oui, donc dans tout ça, moi, ce que j'entends, c'est que l'humain reste au cœur, en fait, de tout ce que tu fais, aussi bien pour la livraison, la clientèle, mais aussi à l'intérieur même de l'équipe. Donc, prendre soin de son équipe, répondre vraiment à leurs besoins, développer les compétences, les connaissances, tout ça. Donc, c'est vraiment ça, le management, au final. Parce que j'ai monté mon entreprise sur des valeurs que justement que je n'avais pas reçues moi lorsque j'ai travaillé dans les entreprises. C'est-à-dire que Mhm. peut-être dû à mon âge, je suis très fière de mon âge, hein, de 42 ans, il n'y a pas de problème, je peux le dire. Donc j'ai travaillé pendant peut-être une vingtaine d'années dans des entreprises où Mhm. justement on était trop considéré, l'humain était trop considéré à une place donnée et très peu écouté. Très peu Mhm. entendu. Même, on avait même peur de contredire le manager, en fait. On avait peur de monter, voir un responsable, ou même parfois poser ses vacances, c'était un peu problématique. On devait passer par des N+1, N+1, N+2, N+. Oh là 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 là! Et au final, on avait même peur de prendre nos vacances, ou on avait peur même d'être en arrêt maladie. Enfin, moi, je ne sais pas, j'ai travaillé dans des entreprises où je me suis dit, mais c'est pas possible comment l'employé est vu comme une machine à produire, en fait. Et je Mhm. me suis dit, tout ça, dès que j'aurai mon entreprise, je veux le casser. Les vacances sont prises quand ils veulent. Ils ont enfin, il y a des outils que j'ai mis en place pour qu'ils puissent s'auto-gérer et que Mhm. l'entreprise puisse s'auto-piloter toute seule. Mhm. Aucune pression. Oui, et ça permet davantage Et la preuve que de préserver ou d'y trouver son bien-être entre la vie active tout à fait. et les enjeux ou les choses plutôt personnelles. Tout à fait, tout à fait. Et ça, c'est une responsabilité de l'entrepreneur aussi que j'ai découvert, dans le sens, en tant que chef d'entreprise, vous êtes responsable du bien-être de vos employés. Et Mhm. j'ai envie d'insister dessus parce qu'ils passent peut-être, allez, on va dire 60% de leur temps chez vous, au final, Mhm. en entreprise, parce qu'ils travaillent peut-être de 9 heures à 18 heures. En Mhm. tant que chef d'entreprise, on est responsable de leur bien-être et sachez que plus vous aurez des employés fiers, contents, reconnus dans votre entreprise, plus ils seront fiers de travailler chez vous et que vous aurez moins de turnover, comme on dit ça en français, de démission en fait, de départ. Effectivement, exactement. C'est ce que j'allais dire. C'est ça qui permet de retenir les talents. Voilà. Et aujourd'hui, pour toi, quelle a été la plus grande aide qui t'a permis de construire tout ça, de monter l'équipe et de pouvoir lancer cette deuxième activité aujourd'hui? Ah, alors la plus grande aide, déjà morale, ce fut ma famille. Parce que en tant que, même si nous sommes chefs d'entreprise, on reste humain et on a des doutes parfois. Donc, Mhm. au niveau des stratégies financières, moi, j'ai pas appris à l'école comment recruter quelqu'un. Je savais même pas qu'il fallait mettre de l'argent en fait en avance à côté pour pouvoir recruter. Donc tout ça, je l'ai appris sur le tas. Donc du coup, je dirais que quand j'avais des doutes, en fait, je regardais comment ma mère ou mes parents ou mes frères et sœurs fonctionnaient dans la vie et ils étaient toujours en mode préparation.
toujours préparation. Enfin, moi, je suis au milieu de la famille, je suis toujours en mode spontané. Mhm. Et eux, enfin, surtout, j'ai une grande sœur, mais ça doit être aussi dû à son travail, à son métier. Elle prépare les budgets, elle prépare les équipes, elle prépare. Et quand je la voyais travailler, j'ai vu qu'elle était toujours en mode préparation. Donc, j'ai beaucoup appris de ma famille. Et je dirais, mon aide numéro 2, c'était moi-même. Moi-même, parce qu'au final, vous êtes celle qui allait prendre des décisions, celle qui allait faire tourner la machine. Et c'est votre cerveau, c'est votre créativité qui va créer du coup de la valeur à l'entreprise et qui va l'émanciper et la pérenniser. Donc, je dirais la seconde aide, enfin j'aurais dû dire le contraire, peut-être moi et après ma famille, je ne sais pas, mais, parce que c'est vrai que c'est moi qui ai décidé de les écouter, donc d'apprendre d'eux. Mais Mhm. voilà, vous allez être votre meilleur ami, mais au quotidien, tous les jours. Donc, apprenez à vous faire confiance et apprenez à vous écouter et puis apprenez aussi à entendre vos émotions parce que les émotions sont aussi source de vérité. Et Oui. la troisième aide que je me suis ajoutée dernièrement pour m'aider justement à lancer ma deuxième activité, je me suis ajoutée une business coach. Une Mhm. business coach parce que euh, j'avais peut-être besoin de, comme on dit, le poisson ne voit pas l'eau. C'est-à-dire qu'on a toujours besoin que quelqu'un nous sorte la tête du guidon pour voir ce qu'on est capable de faire encore en plus grand. Ce qui permet d'avoir un feedback qui est extérieur à l'activité. Voilà, en étant trop toute seule, il me manquait peut-être d'autres perspectives, d'autres visions que je ne pouvais pas avoir toute seule. Et donc, cette business coach, elle m'accompagne. Et je dirais hein, vraiment, tous les entrepreneurs, on devrait tous être accompagnés. Mm. Psychologiquement parlant ou autre, hein, on devrait tous être accompagnés parce que ça peut nous faire du bien ça ne serait-ce que de parler avec quelqu'un qui nous comprenne sans jugement et qui puisse nous conseiller sans jugement, mais avec autant l'envie que nous ressuscions. Oui, parce que si l'entourage apporte un soutien émotionnel ou que les clubs, les memberships, les espaces membres apportent ce support, c'est quand même intéressant. C'est toujours, je dirais, plus encourageant aussi de pouvoir avoir ce regard extérieur qui nous montre ce qu'on ne voit pas, ce qui nous manquerait, ou ce qu'on pourrait faire davantage, donc nous pousser à aller plus loin. Et puis, de pouvoir aussi parler de tout l'aspect technique, de toutes les choses du quotidien qui passionnent ou qui travaillent, et recevoir, comme tu l'as dit, un retour sans jugement parce que votre réussite, c'est sa réussite aussi. Exactement. Et j'imagine que pour faire tout ça, donc t'as dû t'organiser. Tu me parlais tout à l'heure de préparation, le fait d'apprendre à anticiper peut-être davantage. Pour toi, c'est quoi les outils, de quoi on a vraiment besoin pour s'organiser au quotidien? Alors, ce qui est marrant, c'est que moi, j'utilise les outils de base, hein, tout ce qui est fichier Excel, etc. J'utilise les outils de base. Là où, en fait, j'ai mis un point d'honneur, c'est la préparation de mon équipe. Ce qui m'aide énormément, c'est être capable de déléguer. Mhm, Déléguer. J'ai su. Mon fichier Excel il est très, très simple. Pour ça, j'en rigole. Il y a tout ce qui est vital pour l'entreprise. mhm. Ça, je le garde sous la main. Et tout ce qui est délégable est délégué. Alors là, et du coup, d'où l'équipe, on est 6, 9, parce que j'ai des freelances aussi qui travaillent Mhm. avec nous. Du coup, numéro 1, je délègue, ce qui permet d'engager l'équipe et de la responsabiliser et de lui donner des projets qui viennent d'eux. Et du coup, ils sont très fiers de les mener à bien jusqu'au bout. 2, je ne travaille qu'avec des personnes spécialistes de cette compétence. Je ne vais pas, moi, m'amuser à faire les choses. Oui, je vois. C'est-à-dire voilà, c'est-à-dire que si je dois me former un jour à faire des vidéos, je perds plus de temps que payer un spécialiste. Oui, oui, c'est ça. Le spécialiste a déjà la main, la connaissance et va Voilà, réaliser les choses beaucoup plus vite que si tu dois rapprendre tout depuis le début ou commencer, exactement. alors que le spécialiste fait ça depuis, Exactement. depuis Donc, longtemps. en effet, je paye, mais après, il faut voir le gain.
qu'on fait au niveau qualité, le gain qu'on fait au niveau énergie, le gain qu'on fait au niveau rapidité, enfin, le gain, quand on fait l'équation cost vs bénéfice, on est gagnant. Donc, j'évite de me surcharger de plein de nouvelles choses et dès qu'il y a des besoins ponctuels, je fais appel à des spécialistes en freelance. Et 4, je dirais prendre soin de moi. Parce que plus je suis heureuse au travail et plus je véhicule cette énergie au travail et plus tout le monde est heureux. Voilà. Ah oui, tout à fait. Je le dis souvent ça, à la racine de l'entreprise, le moteur, le centre, c'est l'entrepreneur. Si la santé n'y est pas, que le moral ou la motivation, l'énergie n'y est pas, ben ça va se répercuter sur les actions, sur l'activité, sur l'équipe, sur tout le reste au final. Mon petit secret ou quelque chose qui est très important de partager avec les autres entrepreneurs, votre temps de repos, le temps que vous consacrez à vous-même est aussi important qu'aller payer les factures. Voilà. Oui. C'est un des leviers de l'énergie, de se reposer au final, plutôt que de continuer et d'aller jusqu'à l'épuisement, aux situations où on se retrouve en fait un peu prisonnier dans un mode de fonctionnement. Donc oui, mettre en place des petits temps pour soi, avec cette importance, avec l'envie, l'intention derrière de se recharger, de revenir encore plus rayonnante pour pouvoir continuer. Alors, si tu réalisais ce podcast, quelles questions tu te serais posées et que je n'ai pas posées aujourd'hui? Alors, je dirais peut-être la question, comment être sûr qu'on tienne quotidiennement, qu'on reste motivé au quotidien? Mhm, Et cette question, elle n'est pas souvent posée parce que comme on se la pose à soi-même, elle n'est pas évidente. Et c'est très important de vous lever le matin en vous rappelant le pourquoi de vous lancer ce projet, de pourquoi vous êtes décidé de vous mettre à votre compte, de euh, pourquoi une telle vie d'entrepreneur, pourquoi vous avez choisi cette vie-là. Et mhm, lorsque vous trouvez le pourquoi, cela va donner un sens à votre quotidien et c'est ce sens qui va être l'énergie. Et c'est ce sens qui fait que, et le sens n'est pas forcément commercial. C'est-à-dire que si mhm, j'ai lancé là ma deuxième entreprise, c'est parce que le sens que je voulais donner, je voulais me sentir utile au monde. Et pour me mhm, sentir utile à l'humanité ou au monde, il fallait que je crée quelque chose qui me le permette, qui me permette de travailler avec mes valeurs, avec des stratégies que je pense différentes des autres entreprises, qu'il fallait que j'ai une entreprise qui me permette de générer assez parce que je marraine des associations, je marraine un orphelinat dans mon pays d'origine qui est le Mali, et il mhm, me fallait cette liberté financière, cette liberté aussi au niveau du temps pour me consacrer à d'autres choses et d'autres choses pour me consacrer aux autres en fait. Donc tous les matins, dès que je sens une baisse de motivation, je me dis, mais en fait, mais je suis fatiguée, pourquoi? Et pourquoi en fait j'ai créé yeriwasoconsulting.com et là je me rappelle que, attention, derrière yeriwasoconsulting.com, j'ai une mission et si je ne me sens pas en train d'aider les autres, c'est que je suis en train de dévier ma mission. Donc je reviens à chaque fois au pourquoi, au pourquoi, au pourquoi. Et je me rappelle que si je crée Yeriwaso, c'est pour aider les autres. Et aider les autres, c'est une mission, pour moi, c'est même une obligation, parce que moi, on m'a aidé. On m'a aidé lorsque j'ai créé ma première entreprise, Affiliate Pub. On mhm. m'a aidé, on m'a tendu la main, on m'a fait confiance. Et du coup, parce que Affiliate Pub, ça a été une idée en fait à la base d'un ami. Mais moi, j'avais les compétences, donc c'est pour ça qu'il est venu me chercher. Et du coup, je l'ai regardé, je fais, mais pourquoi tu décides de monter cette entreprise avec moi? Moi, je suis très bien en tant que salarié, parce que je ne me voyais pas être à mon compte et tout ça. J'ai d'autres choses à faire, monsieur. Moi, j'aime bien mes vacances et tout ça, et ma sécurité, et cotiser pour le chômage, tout ça, j'aime bien. Je suis bien dans ma zone de confort. Et il m'a dit non, parce que tu as quelque chose en plus, et si entre guillemets, tu te refuses à exploiter cette lumière qui est en toi, tu en prives les autres aussi. Je trouve qu'on n'a pas le droit. Et du coup, c'est ça qui me motive tous les matins, c'est que je suis en train de monter des entreprises pour pouvoir recruter des personnes, peut-être qui n'auraient pas eu de travail parce qu'elles ne connaissaient pas ce milieu de l'affiliation ou du digital Mhm. marketing, et aussi parce que avec cet argent, je marraine des orphelinats que personne ne connaît au fin fond du Mali, et aussi parce que ça me permet je vous le dis honnêtement, d'aider aussi ma famille de temps en temps.
Pour celles qui souhaitent te retrouver, voir un peu ce que tu fais, ce que tu prépares en ce moment, où est-ce qu'on peut te trouver, Rayonnante Aminata? Alors, ben, sur yeriwasoconsulting.com, le site internet, et également sur les réseaux sociaux. Donc, je suis sur Instagram et Facebook. Le site est un accès payant parce que je donne des ateliers, je donne des conseils, je donne des tips et astuces qui sont basés sur la réalité, donc qui sont très vrais. Par exemple, si je dis qu'un business plan n'est pas suffisant, j'explique ce qui manque sur le business plan et comment l'optimiser. Et du coup, je les ai fait en accès payant parce que Yeriwaso Consulting, l'argent que je génère sert à mariner des associations et aussi à mariner des projets. C'est-à-dire que comme je suis d'origine malienne, il y a des projets que je finance là-bas, voilà, des jeunes qui ont des projets, qui n'ont pas forcément les fonds. Et tout ce que j'ai récupéré sur Yeriwaso Consulting, ben, j'en crée un fonds, voilà, d'investissement pour eux. Et du coup, je les marraine à hauteur de, par exemple, parfois 3 000 euros, ça suffit pour lancer un business. Et du coup, pour vous, ça paraît peut-être facile à collecter, mais dans mon pays d'origine, le Mali, non, c'est pas si facile. Et je sais du coup que Yeriwaso, c'est comme une plateforme où je vends mon savoir-faire pour récolter et collecter un maximum pour après marrainer des projets derrière. Donc, en soutenant iriwasoconsulting.com, vous faites de l'action sociale et votre action fait une différence. Je laisse avec cet épisode les liens qui vous permettent de retrouver la plateforme et j'espère que cet épisode vous a apporté des nouvelles idées, des éclaircissements pour entreprendre la vie qui vous inspire. Hey, cet épisode t'a plu? Eh bien, abonne-toi, laisse un commentaire, une revue et partage autour de toi afin que d'autres femmes rayonnantes puissent découvrir l'émission. Deviens membre de Femmes Rayonnantes Entrepreneurs sur www.femmesrayonnantes.fr, le site qui t'accompagne de l'idée à la stabilité de ton entreprise pour t'aider à t'organiser pour rayonner.